Attention, vidéo hautement subjective. Cette vidéo n'est sponsorisée ni par Microsoft ni par JetBrains. Donc, ce que nous allons voir dans cette vidéo est un ressenti qui est purement personnel et en aucun cas une voie unique de pensée. Vous êtes totalement libre de vous faire votre avis et d'utiliser indistinctement l'un de ces IDE, voire même les trois si vous le voulez. Petit teaser pour ceux qui me connaissent déjà, je n'ai pas forcément changé d'avis, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à aller voir à la concurrence. Et bienvenue à toi dans cette vidéo qui va être, à mon avis, source de beaucoup de commentaires et de discussions. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je vais comparer les trois IDE entre guillemets majeurs pour faire du .NET. Il y a effectivement un grand absent de ce comparatif, c'est Visual Studio sous Mac. Je ne l'ai pas mis pour deux raisons principales. La première et la plus évidente, c'est que je ne l'ai pas du tout assez utilisé, tout simplement parce que je ne travaille quasiment pas sous Mac. Mon Mac mini qui est là, elle a juste une machine de compilation pour mes projets iOS, donc je n'ai pas d'avis tranché sur Visual Studio sous Mac. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que tout simplement, vu que c'est un fork de Monodevelop, à mon sens, on peut plus ou moins le rapprocher des points forts et des points faibles de VS Code, parce qu'on est un peu sur le même type d'IDE, on est très loin des deux autres, et tu verras quand je vais faire le détail qu'à mon sens, Visual Studio sous Mac se rapproche plus d'un VS Code que des autres, pour le peu que je l'ai utilisé. Après, encore une fois, c'est très subjectif, et je ne pouvais pas comparer VS sous Mac, vu que je ne l'ai pas utilisé. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de Visual Studio Code, Visual Studio sous Windows, et Rider, les trois IDE que j'ai déjà utilisés, et comme tu peux le constater, eh bien VS Code fait partie d'un de mes cours sur les fondamentaux du C#, et tu comprendras à la fin de la section sur VS Code pourquoi j'ai choisi celui-là pour ceux qui veulent apprendre le C#. Visual Studio sous Windows est mon IDE principal au quotidien, et Rider, eh bien aussi en fait. Donc on va découvrir ça ensemble, on part de suite pour découvrir les points faibles et les points forts de VS Code. Donc ici c'est pros and cons, donc à gauche les points forts, à droite les points faibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur VS Code ? Tout d'abord, je pense que tout le monde sera globalement d'accord pour dire que c'est un IDE qui est léger de base. VS Code se repose sur un runtime JavaScript qui tourne dans un Electron, ce qui n'est peut-être pas la meilleure technologie, mais qui du coup le rend assez léger et de fait également très extensible, parce que l'IDE de base n'est qu'un éditeur de texte, on va dire basique. Il faut rajouter des extensions pour les langages que l'on veut supporter. Donc il faut faire attention parce que au début il est très léger, mais si on installe une extension pour à peu près tout et n'importe quoi, on va se retrouver avec un éléphant qui va être chargé de plein d'extensions. En plus de ça, la problématique des extensions dans VS Code, eh ben, c'est que elles sont plus ou moins maintenues selon qui l'a publié. Donc, les grands éditeurs comme Google, Microsoft et autres font des extensions qui restent sur du long terme, voire même les personnes qui sont assez influentes dans la communauté. Mais les extensions faites par quelqu'un dans son coin peuvent très vite tomber en désuétude et ne plus être utilisées. Donc, il est très extensible, mais ça a un côté, ça a un dark side dans le sens où on peut tomber sur des extensions qui font tout et n'importe quoi, et on peut également en mettre trop, ce qui pourrait rendre l'IDE plus lent et donc casser le premier point de cette liste. Ensuite, forcément, je pense qu'il fallait le souligner, il est multiplateforme. Que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, VS Code va fonctionner naturellement et nativement sans que vous ayez besoin de vous prendre la tête sur est-ce que je pourrais l'utiliser ou pas selon son potentiel, ainsi de suite. Donc, il est multiplateforme. Là-dessus, rien à redire. Il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger et l'installer gratuitement où vous voulez, autant que vous le voulez. Et il est open source, donc vous pouvez aller voir la source, y contribuer même. Et en plus de ça, je rajouterai même un point ici que je n'ai pas forcément noté. Vu qu'il est en JavaScript, il est facilement intégrable. Alors facilement, je vais peut-être revenir sur le facilement, mais il est tout du moins intégrable dans des applications web pour avoir un éditeur de code directement dans une application web. Donc ça peut être assez intéressant d'utiliser VS Code pour ces points-là. En plus de ça, il est très accessible pour les devs qui viennent de JS, JavaScript, donc Python ou Java. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, VS Code, c'est plus ou moins imposé naturellement dans ces écosystèmes. Alors évidemment, pour chacune des technos listées ici, il y a un IDE équivalent, voire même plusieurs IDE qui permettent de faire ces technos-là. Mais on va dire que globalement, j'ai rencontré beaucoup de développeurs JavaScript et Python, et un peu moins de dev Java, mais ça commence, qui utilisent VS Code pour leur travail au quotidien.
Et du coup, eh ben, s'ils veulent apprendre le C#, parce qu'encore une fois, je rappelle, je compare ici 3 IDE pour les développeurs C#, et donc l'idée c'est de dire, ceux qui sont d'une autre technologie, qui veulent apprendre le C# et qui viennent de ces technos-là, eh bien, ils vont avoir des repères et des marques dans VS Code, et ça va leur faciliter l'apprentissage, et potentiellement même la migration, pour ceux qui voudraient changer de technologie. Donc, cet avantage-là est assez significatif, et c'est bien pour ça que j'ai choisi VS Code pour à la fois mon cours de débutant sur C# 10 et .NET 6, qui va bientôt migrer d'ailleurs en C# 11 et .NET 7, et pour mon livre Apprendre les fondamentaux du langage, tout simplement parce que beaucoup de développeurs qui connaissent déjà une autre technologie veulent apprendre C# et leur faire installer VS sous Windows, donc potentiellement même leur faire changer de système d'exploitation, et aussi leur faire perdre leurs repères qu'ils avaient dans VS Code me semblait pas une bonne idée. C'est pourquoi j'ai poussé VS Code. Donc si tu te posais la question, tu as maintenant la réponse. Cependant, pour avoir utilisé VS Code durant la rédaction du livre et durant le tournage du cours, j'ai quand même trouvé quelques points faibles. Et le premier d'entre eux, et non pas des moindres, c'est OmniSharp. OmniSharp est l'extension pour gérer le C#, qui va rajouter IntelliSense et l'intégration de le compilateur et le debugger, mais je le trouve très faillible. Pourquoi très faillible? Eh bien tout simplement parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir besoin de le recharger, de lui dire de réactualiser le contexte, d'avoir même des plantages, parce que si on installe VS Code avec OmniSharp et qu'à côté on utilise un VS 2022, OmniSharp va se brancher sur le moteur MS-Build de VS 2022, puis il suffit d'une mise à jour de VS 2022 pour casser VS Code. Donc je trouve OmniSharp pas mal, il fait le boulot basique, mais il va pas assez loin. Donc j'ai même un billet sur mon blog pour ceux qui auraient du mal à faire fonctionner OmniSharp dans certains cas, parce que j'ai eu une remontée d'un étudiant à un de mes cours qui disait que ça ne marchait pas, donc j'ai creusé avec lui et j'en ai fait un billet. Donc je te mets le lien ci-dessous si tu as des problèmes avec OmniSharp et VS Code, au cas où ça pourrait peut-être te dépatouiller un jour, mais malheureusement je trouve que c'est moins facile et moins didactique avec OmniSharp et VS Code qu'avec les autres. Ensuite, il n'y a pas encore d'extensions qui permettent d'avoir un workflow de développement C# unifié. En fait, que ce soit avec VS sous Windows ou Rider, on a tout un ensemble d'outils pour créer des nouveaux projets, créer des nouvelles classes, créer des interfaces et tout type d'objets qui vont être assez unifiés et assez faciles à gérer. Avec VS Code, j'ai dû utiliser une extension qui était disponible sur le marketplace qui faisait, on va dire, le minimum syndical et qui ne me semble pas d'ailleurs être mise à jour. Alors pourquoi j'ai mis en parenthèse encore? Eh bien parce qu'il y a un membre sur la communauté Discord, donc d'ailleurs n'hésite pas à rejoindre la communauté Discord en utilisant le lien ci-dessous pour nous rejoindre. On parle de pas mal de choses et c'est très actif. Et en fait, il a décidé de créer une extension pour le dev C# qui rajoute un ensemble assez phénoménal de choses. Donc il l'a publié, il est encore en train de travailler dessus et je pense que vu son extension et pour l'avoir très rapidement testée, qu'elle pourrait très facilement remplacer celle que j'ai choisie pour mon cours et pour mon livre. Ce qui veut dire que dans mon cours, il y aura une vidéo de mise à jour pour utiliser son extension et dans la prochaine version de mon livre, je remplacerai l'installation de l'extension choisie initialement par celle-là si elle fait bien le taf. Donc pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais c'est en cours, on va suivre son travail de très près. Ensuite, je trouve que le debug dans VS Code est très basique. Alors, il a le mérite d'exister, il faut le reconnaître. On peut placer un espion et faire mettre des points d'arrêt et faire du pas à pas, mais on est très loin des autres IDE en termes de debug, tout simplement encore une fois parce que VS Code n'a pas pour ambition d'être l'IDE le plus complet sur C#, mais d'être un IDE multiplateforme léger qui permet de gérer plusieurs langages. Donc le debugger est basique, voire même trop basique. Il est suffisant pour ceux qui apprennent le langage, mais ceux qui veulent aller plus loin sur des vrais projets industriels, je trouve que le debug de VS Code en C# n'est largement pas suffisant. Dernier point négatif pour moi, il est rarement à jour sur les nouveautés de .NET et C#. En fait, .NET et C# bougent beaucoup plus vite qu'avant. Avant, avec .NET Framework, on avait des versions qui sortaient au fur et à mesure des releases de Windows et de Visual Studio. Et depuis VS 2017, on a Visual Studio qui est mis à jour plus souvent. On a .NET Core qui est sorti. Et maintenant, on a des mages mensuels à minima, voire même des fois un peu plus, dépendant du moment où est-ce qu'on est dans l'année. Et qu'on s'approche de la release finale de .NET et de C#, enfin d'une nouvelle version de .NET et de C#. Donc on a pas mal de previews qui sortent, des RC, et le problème c'est que OmniSharp qui se repose VS Code pour traiter les nouveautés de .NET et C# va très rapidement
exploser en erreur de syntaxe pour des nouveautés qui sont dans la dernière preview parce qu'OmniSharp n'a pas été mise à jour. Il y a en fait une certaine lenteur et de façon générale, il est quasiment jamais à jour OmniSharp. Il faut toujours attendre un moment, je dirais c'est une histoire de semaines, parfois même de mois pour certaines syntaxes, entre le moment où la preview a été publiée avec une nouvelle version de C# et de .NET et le moment où est-ce qu'on peut le faire dans VS Code. Donc ça n'incite pas forcément à faire de la veille techno sur la .NET et C# parce que VS Code ne permet pas de le faire. Voilà. En fait, sur les nouveautés C# .NET, ce n'est pas avec VS Code qu'on va pouvoir le faire, ça va compiler, mais dans l'éditeur de texte, vous allez avoir des erreurs. Dernier point qui n'est, à mon sens, ni un point fort ni un point faible, c'est qu'on a l'utilisation de la ligne de commande systématique pour les commandes principales du .NET CLI. Alors pourquoi c'est pas un point fort et pourquoi c'est pas un point faible? Alors ce n'est pas un point fort parce que ce n'est pas intégré comme un petit peu comme le point 2 des points faibles, c'est pas intégré dans un workflow unifié de C#, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des interfaces graphiques avec des wizards et un ensemble de boutons à cliquer pour pouvoir justement créer des nouveaux projets, exécuter des tests, tout ça. Tout ça peut se faire par le biais d'extensions, mais encore une fois, c'est pas natif dans VS Code, et donc on aura plus vite tendance à ouvrir une ligne de commande en dessous et d'exécuter les commandes du CLI.NET. Mais pourquoi c'est pas non plus un point faible? Eh bien parce que je pense que connaître la ligne de commande est aujourd'hui un impératif pour être un bon développeur .NET. Donc, à mon sens, commencer par VS Code avec toutes ses forces et toutes ses faiblesses va obliger la personne qui apprend de connaître les lignes de commande et de savoir comment elles s'exécutent et comment elles fonctionnent. Après, s'il bascule sur un autre IDE qui va masquer la ligne de commande, bah pour le coup, il va gagner en confort, mais c'est pas pour autant qu'il aura oublié que la ligne de commande fonctionne pour des endroits où il peut en avoir besoin. Donc si on fait le tableau ici de VS Code, comme on voit, c'est assez mitigé en termes de points forts, points faibles, ça se distingue pas forcément si c'est excellent ou pas, mais dans l'idée, je pense que c'est un excellent IDE pour commencer l'apprentissage du langage C#. Cependant, dès lors qu'on arrive sur des projets industriels ou beaucoup plus conséquents, je pense que VS Code va commencer à très rapidement montrer ses limites et qu'on préférera passer sur l'une des deux autres alternatives qu'on va voir tout de suite. Ensuite, passons à VS sous Windows. Alors, VS sous Windows est l'éditeur historique de Microsoft pour le C#.NET. En passant, Microsoft est aussi l'éditeur de C# et de .NET. Donc, dans les points positifs, on va retrouver le fait que VS sous Windows est un IDE qui est ultra complet pour C# et .NET. Forcément, c'est l'éditeur historique, donc Microsoft ayant la main à la fois sur l'éditeur et à la fois sur le framework et le langage, on va retrouver dans VS sous Windows la majorité des choses qu'on va vouloir faire autour de C# et de .NET. Attention cependant, VS sous Windows évolue rapidement, surtout la version de 2022, on a pas mal de refactoring et d'outils de productivité qui voient le jour, mais néanmoins, si on garde la version, on va dire vanilla, c'est-à-dire sans aucune extension de VS sous Windows, il va manquer des possibilités et des fonctionnalités à mon sens qui le rendent un petit peu, un petit peu en retard sur d'autres. Même, on va dire même sur VS Code, parce que par exemple, la syntaxe emmet, qui est très utilisée quand on fait du développement web, n'existe pas nativement sous VS sous Windows. Donc c'est un peu dommage, mais heureusement, il y a beaucoup d'extensions sous VS sous Windows, donc on peut aller voir dans le marketplace et installer des extensions pour ce dont on a besoin. Il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est la même chose que VS sous Windows. Attention à ne pas installer trop d'extensions, sinon votre VS va être lent et va traîner la patte. L'extension principale qui est souvent remontée par les utilisateurs de VS sous Windows, c'est bien entendu ReSharper, qui vient donc de JetBrains, qui est le même éditeur que Rider, dernière idée de ce comparatif, et qui ajoute un ensemble phénoménal de refactoring et d'extensibilité à VS sous Windows. À titre perso, je préfère avoir Rider d'un côté et VS sous Windows Vanilla ou avec les extensions dont j'ai besoin de l'autre côté pour avoir le meilleur des deux mondes et ne pas forcément avoir ReSharper dans VS sous Windows parce que tout ce qu'il y a dans ReSharper je le retrouve dans Rider. Mais ça c'est un avis très personnel. Ensuite, eh bien VS sous Windows, c'est là que vous allez avoir les dernières nouveautés. Si vous installez la dernière preview de VS 2022, qui sort généralement avec la dernière preview de .NET et de C#, vous allez avoir directement le support des dernières syntaxes et des dernières nouveautés du framework .NET, sauf rares exceptions. Et bah oui, c'est Microsoft qui est derrière les deux encore une fois, donc on a directement accès de façon native aux dernières nouveautés. Encore une fois, c'est dans la version preview, si vous êtes sur la version preview de .NET, ou dans la version stable, si vous utilisez la version stable. Mais dans tous les cas, vous avez les dernières syntaxes et dernières nouveautés avec VS sous Windows. Je pense que ce n'est un secret pour personne, et ça rejoint le point 1, vu que l'IDE est ultra complet, son debugger est aussi un des plus puissants du marché. J'en ai même fait un cours dédié sur ma plateforme, n'hésite pas à aller faire un tour, le lien est dans la description, et tu pourras voir le cours sur le debugger de VS sous Windows. Je vais d'ailleurs le mettre à jour pour
pour rajouter tout ce qui est possible de faire sous VS 2022, et tu peux t'abonner pour 19 € par mois et accéder à ce cours-là, parmi plein d'autres, et voir tout ce qu'on peut faire avec ce debugger. Je t'en dis pas plus, mais on peut faire énormément de choses. Pour terminer, il faut savoir que VS sous Windows existe sous 3 versions. On a la version Community qui est gratuite, donc si tu souhaites apprendre C# ou travailler à titre personnel ou sur un projet open source, tu as la version Community. Si même tu as une entreprise qui ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, la version Community t'est offerte. Tu as la version professionnelle, c'est exactement la même que la version Community, sauf que il faut payer une licence, et c'est pour les sociétés qui utilisent VS et qui font un peu de chiffre d'affaires en dépassant un certain seuil. Et finalement, tu as la version entreprise, qui est de loin la plus complète en termes de fonctionnalité, mais qui est soumise soit à une licence qui est très élevée, soit au fait d'être partenaire Microsoft d'une certaine façon, soit en étant MVP, MCT, ou Gold Partner, voire Silver Partner en tant qu'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, à ton niveau, si tu es un particulier, la version Community devrait répondre à la majorité de tes besoins. Alors, bien sûr, Visual Studio sous Windows n'a pas que des avantages. Dans les inconvénients, on s'en doute, il ne fonctionne que sous Windows. Je l'ai mis en inconvénient, non pas parce que je suis contre Windows, mais tout simplement parce que certains sont sous d'autres plateformes et n'ont donc pas assez accès à cet outil. Une des fonctionnalités les plus demandées sur le User Voice de VS, c'est de porter VS sous Mac et Linux. Donc cette version-là, et pas la version Mac qui est une version entre guillemets, je mets des gros guillemets, au rabais, mais d'avoir vraiment ce VS là qui soit porté sur les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent profiter de cet IDE qui est super complet, avec son debugger ultra puissant et toutes ses fonctionnalités sur toutes les plateformes. Donc c'est en fait un certain point faible qu'il est bloqué sous Windows, c'est historique, et on voit très bien que Microsoft accélère le développement de VS en faisant plusieurs petits projets satellitaires qui tournent sur des versions .NET qui ne sont pas centralisées sur l'éditeur, le cœur de l'éditeur étant en .NET Framework, donc il y a quand même des choses qui bougent, mais je pense pas que c'est ça sera pas demain la veille qu'on aura VS qui tournera sous Linux et Mac avec cette version-là. Ensuite, certaines fonctionnalités de base, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans les points forts, c'est que certaines fonctionnalités qu'on pourrait qualifier de basiques ne sont disponibles que par le biais d'extensions. Je pense à Emmet, mais je pense également à des bundlers et minifiers de CSS et de JS. Il y a pas mal de choses qui malheureusement nécessitent une extension et n'est pas natif dans l'IDE. C'est peut-être voulu, ce l'est peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu dommage de devoir passer par des extensions pour ça. Ensuite, ça je pense que tout le monde est au courant, VS sous Windows peut être très vite lourd et très consommateur de mémoire. Depuis VS 2022, on est passé en 64 bits, ce qui veut dire que l'éditeur a décidé de dire ok, pas de problème, je vais prendre 20 Go de mémoire systématiquement. Moi sur ma machine j'ai 64 Go pour cause que j'utilise des machines virtuelles, et pour le coup, quand je n'ai aucune VM qui est lancée et que je lance VS 2022 pour travailler, je me rends compte que la mémoire peut très très vite prendre de la place, et on voit qu'il est lourd également au lancement et à certaines exécutions. Alors il y a beaucoup de travail qui est fait côté MS pour ça, mais ça n'empêche quand même que c'est un éditeur qui, quand il s'installe plutôt bien. Donc VS sous Windows est pour moi un excellent éditeur, c'est même mon éditeur au quotidien pour mes projets personnels, c'est même l'éditeur par défaut pour tous les nouveaux projets clients, mais le fait qu'il soit lourd et consommateur de mémoire m'a des fois m'a pénalisé dans le sens où je n'ai pas forcément pu le choisir. De même, quand la version 2022 est sortie, j'avais publié une première vidéo sur la Preview 1, il manquait énormément de choses, et vu que Microsoft a réécrit le moteur d'extension, je ne pouvais pas utiliser celle que j'utilisais d'habitude, donc je me sentais vraiment à poil. Donc VS sous Windows est pour moi l'éditeur, on va dire, par défaut, pour ceux qui veulent passer sur des projets industriels, parce qu'on va retrouver tout le tooling nécessaire, mais il y aura quand même quelques contraintes à prendre en compte selon là où vous décidez d'aller. À vous de trancher le sujet pour voir si c'est intéressant pour vous d'utiliser VS sous Windows par rapport notamment à ses points faibles. Dernier de la liste, Rider, qui est un éditeur qui est franchement apprécié de beaucoup de personnes. Donc moi ici, je l'utilise au quotidien actuellement pour une mission avec un client, tout simplement parce que VS sous Windows ne tourne pas dans cette machine virtuelle. Ce client utilise beaucoup de conteneurs Docker, donc il y a une grosse consommation de mémoire, et de ce fait, VS sous Windows ne s'en sort tout simplement pas. C'est pourquoi j'ai dû switcher au quotidien sous Rider, donc j'ai appris à l'utiliser pendant 3 mois en continu, et ça m'a permis d'avoir un avis assez tranché sur la question. Alors, quels sont les points positifs de Rider ? Tout simplement, il tourne sur Java, donc il est multiplateforme. Je pense que c'est l'IDE
le plus complet qui est multiplateforme. VS est aussi multiplateforme, VS Code, mais il n'est pas aussi complet que Rider. Et d'ailleurs, Rider est un IDE qui est très complet. Alors je dirais pas jusqu'à ultra complet comme VS sous Windows. VS sous Windows pour moi est un peu plus complet, un peu mieux armé que Rider, mais Rider le talonne vraiment de très près, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses dans l'IDE qu'on peut faire nativement. Il faut pas oublier que Rider a aussi un très gros écosystème d'extensions, donc il est possible de rajouter beaucoup de fonctionnalités à Rider. Ça en fait pour moi un IDE largement assez complet pour n'importe quel projet industriel. Ensuite, Rider propose énormément de refactoring sur votre code C#. Et oui, c'est JetBrains, l'équipe derrière ReSharper, et donc ils ont énormément de refactoring intelligent sur votre code C# qui le rendra soit plus lisible, soit utiliser les dernières fonctionnalités, soit plus performant. Donc là-dessus, dès que vous avez goûté au refactoring offert par ReSharper ou Rider, à moins de les retenir tous par cœur, vous allez forcément y prendre goût et trouver ça franchement excellent. Donc là, pour ça, Rider est largement en avance sur les autres, dans le sens où il propose des refactoring qui sont encore inégalés. VS 2022 tente de rattraper son retard, et y arrive plus ou moins bien, mais Rider a toujours un cran d'avance sur la partie refactoring, c'est indéniable. Ensuite, Rider supporte naturellement beaucoup de techno. En fait, quand vous installez VS sous Windows, vous allez choisir vos différents workloads en fonction de ce sur quoi vous voulez travailler. Si vous les choisissez tous, d'ailleurs, vous allez avoir pour 100 Go d'installation de VS, mais quoi qu'il en soit, dans Rider, de base, on va avoir tout ce qui tourne autour de .NET qui est naturellement géré. Alors, plus ou moins bien selon la techno, parce que forcément, encore une fois, eh bien, Microsoft étant l'éditeur derrière les technos comme MAUI par exemple avec VS sous Windows, Rider eux doivent faire du reverse engineering et voir un petit peu comment ça fonctionne pour l'intégrer dans leur IDE. Je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'ils bossent main dans la main avec les équipes MS pour rajouter les nouvelles fonctionnalités, mais quoi qu'il en soit, Rider de base quand on l'installe, on peut directement créer de l'appli console, de l'ASP.NET, du WPF, du WinForms, de l'Unity, tout ça c'est naturellement, on va dire, out of the box, vous n'avez rien besoin de faire de particulier, alors que sur VS sous Windows, il faut être vigilant de bien avoir choisi le workload initialement. Bien sûr, il n'a pas que des points positifs, et le premier, je pense, qui est le plus flagrant, c'est qu'il est sous licence. Alors, c'est un point négatif pour certains d'entre vous qui veulent se former ou utiliser un IDE gratuitement, mais j'ai vu beaucoup de personnes, notamment des particuliers, qui sont prêts à mettre la main à la poche pour payer la licence parce qu'ils trouvaient que l'outil en valait le coup. À titre professionnel, et vu que je suis MVP, j'ai accès à Rider gratuitement, même si j'ai acheté 3 ans de licence juste avant d'être MVP, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai les licences, on va dire, gratuitement avec mon MVP, ou gratuitement par le biais de ma société. Encore une fois, gratuit avec des gros guillemets, ça dépend de ce qu'on met comme effort derrière, mais le fait qu'il soit sous licence peut freiner l'adoption par rapport à certains. Donc il faut savoir simplement que Rider est accessible sous licence, alors c'est pas non plus une licence excessive, hein. On n'est pas à 15 000 € comme le serait VS Entreprise, on est dans l'histoire de 150 ou 200 € pour leur pack complet, mais il faut quand même les mettre initialement sur la table pour avoir accès à la licence. Vous avez des modes de licence qui sont également offerts dépendant de votre investissement dans la communauté. Si vous êtes étudiant, si vous êtes professeur, si vous avez un projet open source, vous pouvez les contacter pour avoir des licences qui sont gratuites ou à coût réduit. Ça vaut le coup d'essayer selon votre statut, mais il y a quand même toujours une notion de licence derrière. Ensuite, pour moi, il manque certaines fonctionnalités assez essentielles dans Rider, comme notamment le hot reload. C'était prévu pour la dernière version de Rider, je l'ai installé, et sur le projet client qui est en Blazor Server, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le hot reload. Donc pour moi, c'est un gros manque, c'est que l'IDE est génial en termes de refacto, en termes d'utilisation, mais je n'ai pas tout ce qu'il y a dans VS pour travailler et avoir un confort de travail. Donc il est un peu en retrait sur certaines fonctionnalités, en avance sur d'autres, donc il faut trouver le juste milieu et qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans. Ensuite, Rider est forcément toujours un peu en retard sur la dernière avancée de .NET et C#. C'est un petit peu pareil en fait que le fait que Microsoft lui soit à jour, c'est tout simplement qu'il faut le temps à l'équipe de JetBrains de faire du refacto, de l'analyse, du reverse engineering, de ce qui a été fait en .NET et C# pour l'intégrer comme il se doit dans Rider. Donc il y a toujours un petit peu de retard dans la prise en compte des nouvelles syntaxes. Il y a une version preview de Rider qu'on peut installer, side by side avec la version stable d'ailleurs, mais vous allez quand même avoir un petit retard sur les syntaxes et tout ça. D'ailleurs, si vous regardez certaines vidéos de youtubeurs qui utilisent Rider pour faire des versions sur la preview, vous allez voir qu'il y a des erreurs de syntaxe dans l'éditeur de code, mais que ça compile bien avec le SDK, tout simplement parce qu'il y a un léger retard, donc il vaut mieux connaître les syntaxes à l'avance. Pour ceux qui ne travaillent que sur les versions stables,
il n'y a pas de problème là-dessus. Vous aurez toujours la version de Rider à peu de choses près qui sera publiée 1 à 2 semaines après la version stable de .NET. C'est ce qui s'est passé pour .NET 6, c'est probablement ce qui va se passer pour .NET 7, au moment d'enregistrement de cette vidéo. Donc il y a un peu de retard, mais pas non plus énormément si vous êtes sur les versions stables. Finalement, il faut pas se leurrer, hein. Rider c'est du Java derrière, il peut aussi consommer beaucoup de ressources. Et oui, il peut devenir très gourmand, dépendant aussi du nombre d'extensions que vous installez. Alors, moins que Visual Studio Windows dans ce que j'ai comparé moi, mais ça n'empêche quand même qu'il peut être gourmand en ressources. Donc, faire attention à ce point-là, c'est pas non plus quelque chose de magique. Donc en fait, ça termine notre comparatif entre VS Code, Visual Studio Windows et Rider. Qui est le grand gagnant ? Spoiler, il n'y en a pas. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin, à quel moment de votre utilisation vous en avez besoin. J'utilise VS Code quand j'ai besoin de faire un petit bout de C# pour copier-coller dans un article de blog, quand j'ai besoin de faire des démonstrations pour des personnes qui débutent avec le langage, ou que j'ai besoin de vite tester du code C#, ben je vais passer par VS Code. VS sous Windows est mon éditeur principal pour mes projets parce qu'il est le plus complet en termes de tooling et de fonctionnalités. Et Rider, eh ben j'ai appris à l'utiliser et j'ai appris aussi à l'apprécier. Au début, j'étais totalement hermétique à Rider, mais finalement j'ai appris à l'utiliser sur certains projets et j'avoue que ça m'arrive des fois de switcher entre VS Windows et Rider sur les mêmes projets juste pour avoir une autre vision des choses et utiliser les refactoring Rider pour après revenir sous VS Windows pour du debug ou pour autre chose. Donc en fait pour moi il n'y a pas de grand gagnant, ça va dépendre de quelles sont vos contraintes, si vous êtes en besoin de multiplateforme ou pas. Ici je vous ai encore donné une fois un avis qui est très subjectif et le but n'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais tout simplement que, à titre personnel, voilà ce que moi je peux constater et voilà ce que je peux vous donner comme info pour que vous puissiez faire un choix éclairé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je te remercie de ton pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. N'hésite pas à utiliser l'espace commentaire bien pour discuter de ce que j'ai mis là et si tu as un autre avis ou des points à ajouter, bien encore une fois, on a l'espace commentaire pour ça. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net.